Alors, une petite intro pour cette vidéo. Cette vidéo va être divisée en deux parties. La première partie, ça sera un vlog de mon week-end à Annecy. Mon copain a changé de voiture, donc on est allé chercher sa voiture à Annecy et on en a profité pour passer un week-end là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le week-end, j'ai vu un commentaire YouTube sur ma vidéo Premières vacances sans alcool et quelqu'un donc qui me disait c'est sympa le vlog et tout parce que ça permet d'avoir un tableau un peu plus vivant de la sobriété. Et je me suis dit, c'est vrai que ça pourrait être bien que des fois je vous montre un peu des moments de ma vie comme ça qui pourraient me permettre de vous amener des réflexions. Parce que souvent, en fait, j'ai des choses à vous dire dans ma vie quotidienne sur le sujet de la sobriété et de l'alcool. Et en fait, c'est pas des réflexions que je peux intégrer dans une vidéo. C'est plus des petites anecdotes par-ci par-là, des petites réflexions. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa que de temps en temps je vlog un petit peu. Je pense que je pourrais faire ça sur un mois entier parce que j'ai pas non plus des anecdotes tous les jours, mais voilà, je trouve que ça pourrait être cool. Donc voilà, donc j'ai commencé à vlogger mon week-end à Annecy en plein milieu, donc il manque la moitié du week-end, mais c'est pas grave, voilà, c'est un début. Bon, je vais essayer de m'améliorer en vlog, hein, pour l'instant c'est un peu expérimental, mais je vais essayer de m'améliorer. Deuxième chose, dans cette vidéo, j'ai intégré dans une deuxième partie une interview que j'ai faite avec Olivier Delacroix sur Europe 1. En fait, il y a une journaliste qui m'avait contactée il y a 2 semaines pour me proposer ça, donc j'ai accepté. Et donc voilà, donc jeudi, je suis passée sur Europe 1 et c'était hyper sympa. Franchement, c'était trop cool, hyper bienveillant et tout. Et on m'a vraiment laissé la parole, ça c'était bien. Du coup voilà, ça, je l'ai mis parce que je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Ça parle un petit peu de mon parcours, de comment j'ai commencé l'alcool, etc. C'est vrai que même si je vous parle énormément de mon expérience personnelle, c'est toujours intégré dans des vidéos et je vous parle jamais de mon expérience personnelle dans sa globalité. Donc là voilà, je parle un petit peu de mon parcours, de comment j'ai commencé à boire, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cette intro est beaucoup trop longue, je vous laisse avec la vidéo. Il y a combien là? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 veaux. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veaux. Non, il y en a plus 8. 8? Il y en a un qui mange avec les deux qui mangent là-bas. Ah oui, t'as raison, je crois que je l'ai compté, non? 3 à gauche, un qui mange, 3 couchés. Et un à côté de sa mère. Oh, ils sont trop mignons. Oh là là, il y en a un petit là, il rejoint. Oh, je suis fan. Ah ouais, avec de la neige pour faire de la luge, là, c'est vraiment tout en haut. Des vaches! On dirait que j'ai jamais vu de vache de ma vie, tu sais. C'est le matin et je me dis que ça serait bien que je vous parle un peu de l'expérience que j'ai vécue hier par rapport à l'alcool. Quand on est allé se promener dans Annecy la nuit, c'était hyper sympa. Et on a trouvé un petit resto donc qui faisait des spécialités savoyardes. Et tout était top, franchement la déco était magnifique. Il y avait des vieux... comment on appelle ça, les trucs de lait là? Comment on appelle ça? Je sais pas. Des seaux de lait. Des vieux seaux de lait à l'ancienne. Des vieux skis, c'était hyper sympa. Et voilà, alors le truc c'est qu'on rentre dans le resto et il y avait de l'alcool partout déjà, il y en avait partout, partout. Puis on nous apporte la carte et là je me rends compte en fait que déjà il y a énormément de plats avec de l'alcool. Du coup très difficile de choisir, j'ai mis 30 ans à choisir et en fait c'est vrai, il y avait beaucoup de fondue avec du vin blanc. Et il faut savoir que l'alcool dans ces plats-là, après ça dépend comment c'est cuisiné évidemment, mais il disparaît jamais totalement du plat. Et on peut pas savoir la dose qui est mise dans le plat, on peut pas savoir si l'alcool a été cuit et donc évaporé ou pas. Du coup j'ai préféré jouer la prudence. J'ai dit au revoir à certains plats dans ma tête et j'ai pris du fromage, enfin bon bref. Autre chose, autour de nous les gens ils picolaient beaucoup, hein. C'était donc plat savoyard et du vin, etc. Et en effet, on nous a proposé quoi? 2 fois du vin. Du vin, ouais. Ouais. Donc 2 fois on nous a proposé du vin, c'était un peu insisté quoi.
Mais parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de proposer. Et donc 2 fois, il a fallu que je dise non. Je vous jure, c'était dur quand même. Je voyais les gens qui buvaient du vin rouge à la table d'à côté, c'était pas facile. Et voilà, donc juste pour dire que bon, faut rester fort quoi dans ce genre de situation. Autant il y a des restos où l'alcool n'est pas aussi présent, autant là l'alcool était vachement présent. C'était un peu difficile. Et en plus j'étais un peu pressée pour choisir ce que j'allais boire. Donc finalement j'ai dit de l'eau. Voilà, mon copain il a pris un Monaco. Et moi j'ai pris de l'eau et c'était très très bien. Voilà, juste pour vous dire que un truc à savoir, c'est que quand vous êtes un peu pressé pour choisir votre boisson, il faudrait que ça soit automatique quoi. Vous vous dites de l'eau directement et il faut que ça vienne tout de suite dans votre cerveau comme ça. Autre chose que je voulais vous dire aussi, sur la table, donc il y avait des beaux verres à vin pour le vin évidemment, et il y avait des verres à eau, donc des verres un peu pour la cantine quoi. Vous savez les verres où on voit l'âge derrière, enfin Les verres Duralex. les verres Duralex exactement. Et voilà, moi un truc que je vous conseille de faire, c'est si vous voulez boire votre boisson dans un beau verre, direct vous arrivez, dès qu'on vous sert l'eau, vous mettez l'eau dans le verre à vin. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le gars est arrivé, il a dit ah vous avez mis l'eau dans les verres à vin, on a dit oui oui. Et du coup il a récupéré les verres Duralex et j'ai pu boire mon eau dans un beau verre. Et ça, je trouve ça très important parce que je suis très attachée encore au fait de trinquer, au fait d'avoir un beau verre. Je trouve que c'est important quand on va au resto d'avoir des beaux... Des beaux couverts, ouais, un beau service. un beau service. Et voilà, et ne pas se laisser faire. On mérite d'avoir un beau verre à table, pouvoir trinquer et pour pouvoir célébrer. Et je trouve que ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, c'était mon petit retour sur le resto d'hier. Mais voilà, c'était très sympa de découvrir Annecy de nuit. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir de jour. Là, on va aller récupérer la voiture de Jean à midi. Enfin, on va aller changer de voiture. Et puis, on va aller découvrir Annecy de jour. Franchement, j'ai trop hâte. Donc, pour résumer, premier conseil, avant de rentrer dans un resto, ne faites pas comme moi. Vérifiez bien qu'il y a un plat sans alcool qui vous donne envie. Moi, au final, j'ai choisi un plat un peu par défaut, mais au final, c'était super bon. Deuxième conseil, ayez une réponse automatique au cas où vous paniquez. Comme je vous disais, des fois, notre cerveau, il panique, et il panique tellement que il va choisir la voie de l'alcool et pas la voie de la raison. Donc, ayez bien une réponse automatique à donner au serveur. S'il vous demande ce que vous voulez boire quoi on a du vin, on a quoi, du kirsch, il nous a dit. Si vous paniquez, il faut que la réponse soit automatique, de l'eau. Et vous aurez tout le temps de réfléchir après à ce que vous voulez boire. Mais voilà, réponse panique est égale eau et pas ok, je vais prendre du vin, d'accord? Ça, c'est important, que ça devienne automatique dans notre cerveau et de se préparer à l'avance à répondre ça. C'est un conseil très bête, mais au final, je pense vraiment que ça peut sauver des moments comme ça. Dernier conseil, si pour vous ça compte d'avoir un beau verre, de vouloir trinquer, célébrer, n'hésitez pas à mettre votre eau, votre soft dans votre beau verre à vin et pas dans votre verre de cantine. Voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de code, il n'y a pas ça c'est le verre pour le vin, ça c'est le verre pour l'eau. Non, prenez le verre qui vous fait plaisir, que vous trouvez beau et qui vous donne envie de trinquer, de célébrer comme tout le monde, quoi. C'est pas parce qu'on ne boit pas qu'on ne mérite pas une belle vaisselle, voilà. Alors, t'en penses quoi de ce lac? C'est grand, non? On n'était pas au courant que c'était aussi grand.
le dernier trajet avec la Jag. T'es triste? Non. On garde un souvenir quand même. Oui, la souvenir de toutes les fois où elle s'est arrêtée sur l'autoroute. Voilà, tout à fait. Moi, je l'aimais bien cette voiture quand même. Non, mais elle était bien, je suis d'accord. Elle était bien, mais bon. On passe à la modernité. Notre copilote. Mais il reste lui. Ouais. Il sera dans la prochaine. Alors, on est passé au supermarché. Je vais vous montrer ce que je bois en général, ce que je prends quand j'ai une soirée, parce que j'ai de la famille qui habite à Annecy. Donc là, ce soir, on va aller les voir. Donc j'ai pris ce qu'il me faut. J'ai pris le smoothie innocent, antioxydant. Voilà. Et j'ai pris tout simplement une citronnade au sucre de canne. Voilà. En général, c'est ce que je prends. J'essaye de prendre des trucs qui ont l'air assez sains, même s'il y a du sucre et tout ça. Voilà, ça change un petit peu. Voilà. C'est tout. Que dire d'autre? On a changé de voiture. Ah oui. On a changé de voiture. Voilà, nous sommes dans une électrique, donc c'est assez drôle. Elle fait pas du tout de bruit. Je vais vous montrer. Tadam! Plus de vitesse, plus rien du tout. Elle est automatique et électrique. Ça fait assez peur. Il nous reste 96 km. On a l'impression qu'on va tomber en panne très vite, mais... Et toujours le pilote qui est là. On aimait beaucoup l'ancienne voiture. C'était une Jaguar, une vieille Jaguar. Mais le problème, c'est qu'elle avait des petits problèmes. Notamment, le moteur se coupait sur l'autoroute. Voilà. Le ciel de toit nous tombait dessus, Le la ciel portière arrière ne s'ouvrait pas, le roulement était à changer. Voilà, donc mon copain il a eu droit à la prime à la conversion, c'est ça? Ouais, c'est ça. Où on peut avoir une prime pour changer de voiture et donc prendre une électrique. Donc voilà, elle lui a coûté moins cher que ce que ça coûte normalement. Donc c'était assez cool. Mais voilà, la Jag elle était cool quand même, hein. Franchement, Ouais, elle était sympa. Et donc voilà, donc maintenant tout à l'électrique. Et sur le chemin du retour, bah, on va devoir s'arrêter combien? 3 fois 1 heure de charge, on va mettre 8 heures. 2 heures, il a dit 2 heures de charge. Ouais, bah on verra bien. On va mettre genre 10 heures à rentrer alors qu'on a que 3h45 de route. Mais c'est pas grave. On le savait, hein, on n'est pas fous. Voilà. Bon bah voilà, on est en train de charger la voiture. On est parti il y a à peine 1 heure et on a déjà plus d'autonomie. Du coup il faut recharger, il faut attendre 1 heure encore. Je pense qu'on va rentrer à 23h. Voilà. On est parti à 15h30 de Annecy et je pense qu'on va arriver à 23h alors qu'il n'y a que 3h45 de route. Mais il faut qu'on s'arrête tous les 100 km pendant 1 heure. Donc voilà, les joies de l'électrique pour les longues distances. C'est pas super pratique. C'est à peine le premier arrêt et je suis déjà impatiente. 23h38. Nous sommes partis à 15h30 de Annecy. Et il nous reste encore 3 quarts d'heure de route pour rentrer à Aix-en-Provence. Et normalement, on n'a plus à recharger. On a mis que 8 heures pour faire 400 km. 9 heures Tout peut-être. va bien. Oh purée, c'est la misère. On s'est arrêté combien de fois? 6 fois. 6 fois. Il est 1h du matin. Oh, 400 L'électrique, c'est pas bon pour les longs trajets. Ouais. C'est notre avis. C'est un conseil. Ça donne vraiment Suivez-le. À la fin des poésies, la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, électrique, court trajet. C'est parfait. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Angélique au 3921. Bonsoir Angélique. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Très très bien. Vous m'appelez d'où Angélique? Alors je vous appelle d'Aix-en-Provence, donc région PACA. D'accord, et quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. 26 ans, très bien. Qu'est-ce qui vous Ouais. amène Angélique? Dites-moi.
Alors, j'aimerais te parler de mon combat contre l'alcool. Oui, J'ai énormément bu de mes 15 à mes 25 ans et j'ai arrêté il y a un peu plus d'un an. Donc, bravo, j'aimerais en déjà. parler ce soir. Merci beaucoup. Et expliquer un petit peu comment j'ai fait pour arrêter et pourquoi pas parler de ma chaîne YouTube aussi sur laquelle je fais de la prévention. On va avoir le temps de Voilà. parler de tout ça. Mm, mm. Mais avant toute chose, vous allez nous expliquer comment vous êtes tombé dans l'alcool à l'âge de 15 ans. Alors, il faut savoir que je viens d'une famille qui boit pas mal déjà de base. C'est des gros buveurs. Mhm. Et moi, petite fille, donc j'ai vu ces personnes, ces adultes donc qui buvaient beaucoup. Et pour moi, en fait, c'était ça, être adulte. C'était boire beaucoup. Et quand est venue l'adolescence, forcément, j'ai voulu être adulte très vite, beaucoup trop vite. Et pour moi, boire, c'était un peu cette manière-là donc d'être adulte. Ajouter à ça le fait que je commençais à sortir et que je voulais m'intégrer dans des groupes, etc. Voilà. Mais j'ai très vite recherché l'ivresse, en fait. Mhm. Le fait de boire énormément en peu de temps. Et ça m'a très vite plu. J'ai eu vraiment une affinité pour l'alcool assez jeune. D'accord, avec en plus une, une non-interdiction de la part des vôtres, en fait, à 15 ans. Vous n'avez pas Alors, trop de résistance de la part de vos parents? alors au contraire, même si eux, ils buvaient beaucoup, ils ont été assez stricts avec moi. Et je pense que ça a été un peu ce qui a fait que j'ai fait l'exact contraire en fait de ce qu'on me disait de faire. Ouais, ouais. Et je pense que c'est pour ça que je suis un peu partie en vrille aussi. J'ai eu plutôt une éducation assez stricte. Mes parents ont évolué avec le temps. C'est pas le cas pour mes plus jeunes frères et sœurs, mais moi, en tout cas, mon éducation était très stricte. Et j'avais pas vraiment le droit de sortir, etc. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fugué et je traînais avec des gens, voilà, et avec des groupes qui buvaient. Et mes parents n'étaient pas au courant à la base, en fait. Ah, vos parents n'étaient pas au courant, d'accord. Non, non, non. Donc, les premières consommations, c'est quoi? C'est dans les bars, à la sortie du collège, ensuite à la sortie du lycée, les premières soirées, les Ouais, c'est les week-ends? soirées. Ouais, c'est les week-ends, le soir quand je retrouvais donc mes amis. Et j'ai bu seule aussi très tôt. C'est-à-dire que je prenais une bouteille dans le placard et je la buvais. Je pense que c'était un peu une manière aussi pour moi, vu que je sortais pas énormément, j'avais pas beaucoup de contact social le soir en rentrant du collège. Je pense que c'était une manière pour moi de m'évader un peu en quelque sorte. Ah oui, Et oui, donc c'est comme ça que consommer toute dès le seule dès début, l'âge de 15 ans. c'est ça. Donc mes premières cuites, c'était toute seule, avec d'autres gens aussi. Et en fait, au départ, c'était vraiment, c'était pas très souvent. C'est plus tard que l'addiction est venue. Mais au départ, c'était toutes les 2 semaines, voire tous les mois. Puis ça s'est intensifié évidemment avec les années. Je vois que Voilà. vous avez été très vite dépendante à Mm. l'alcool et que très jeune, vous pratiquiez ce qu'on appelle le binge drinking, Ouais, qui est une exactement. consommation assez impressionnante d'alcool en très peu de temps, ce qui met Mm. dans un état particulièrement L'ivresse. d'ivresse profonde, hein. Mm. C'est assez dangereux aussi. Ouais. Oui, c'est Euh, terrible. Pour le cerveau, à ah cet mais âge-là, c'est c'est terrible. terrible, parce Mm. qu'à Mm, 15 ans, mm. on est en pleine construction, Maturation. maturation, et c'est vrai que pour le cerveau, c'est terrible. Ah oui, oui, en fait, c'est des vagues d'alcool sur nos neurones. Et à cet âge-là, ça détruit tout sur son passage, en fait. Et c'est ce que je faisais, en fait. Je cherchais vraiment l'ivresse, la défonce. Et en fait, j'ai jamais, vraiment jamais connu mes limites. Ah oui. Uhum. Pendant 10 ans, je n'ai pas connu mes limites. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Donc c'était là vraiment très tôt, cette non-limite. Ouais, ouais, c'est curieux. Ça traduit quelque Ouais, chose chez vous, hein. Quoi, en ouais. fait, à votre avis? Alors là, bon, à mon avis, il y a énormément de réponses à ces questions, mais je pense que c'était vraiment un besoin de m'évader. Après, je pense que c'est une somme de plusieurs choses, mais j'avais vraiment ce besoin de m'évader, d'échapper à la réalité, étant donné que j'avais pas beaucoup de contact social, à part à l'école, en fait. Mais vous êtes plutôt une jeune fille entourée à l'époque, avec des copains, copines, ou justement, vous dites que je ne fréquente pas grand monde, je ne vois pas grand monde. Est-ce que vous vous sentez un peu hors norme? euh, Oui, Ouais, c'est oui, ça. oui. J'avais pas beaucoup d'amis.
j'en avais pas beaucoup. Alors j'avais une très bonne amie, c'est tout. Et je me sentais pas du tout à ma place avec les autres. Je me sentais assez en décalage. Et c'est vrai que je pense que ça a joué aussi. J'avais des difficultés à me faire des amis. J'étais perçue un peu comme bizarre. Après, le collège, c'est un peu la jungle, hein. Il y a plein de gens à qui ça arrive de se sentir en décalage à cette période-là. Et je pense aussi, à ce moment-là, en fait, comme j'avais une éducation très stricte, j'ai un peu développé un comportement un peu rebelle, un peu en contradiction de tout. Je faisais vraiment le contraire de ce qu'on me disait. Et avec l'adolescence, ça a augmenté, en fait. Plus on me disait de ne pas faire les choses, plus j'avais Ouais. envie de les faire. Et c'est pour ça que je pense que les ados, plutôt d'être trop stricts ou trop laxistes, il faut vraiment les laisser faire leurs propres expériences, bien en informant, etc. Mais que ce soit trop laxiste ou trop strict, les deux ne marchent pas. Vous avez Être raison. trop... Je suis intimement Mm. persuadé que alors, on est obligé de mettre des limites, hein. Ouais, Mais le fait d'en mettre trop, oui, bien évidemment, tous les interdits, on sait que à 15 ans, on a envie de les, exactement. de les, Quand il y a, de les quand il y a contrer, trop ces interdits. Oui, d'interdits, c'est ça. Ça fait l'effet inverse, en fait. complètement. Parce que je me souviens, Mm. moi, ma première cigarette, c'est parce que c'était strictement interdit. Voilà, c'est ça. Et c'est souvent le cas pour plein de gens qui tombent en général. La cigarette, Mais oui, c'est souvent pareil c'est le pour les cas, c'est drogues, vous l'interdit. voyez. Ouais. Il y a aux Pays-Bas des résultats, Mhm. mais incomparables avec la France, sur la consommation de hashish, de Mhm. cannabis. Euh, les Pays-Bas, où vous avez ces coffee shops et où donc la vente de cannabis, donc de hashish comme d'herbe est autorisée. Alors pas pour les mineurs, hein, bien évidemment, mais Mhm. on voit que la France, avec l'Angleterre, partage la pole position de la consommation de ces drogues en France. Euh, Ouais. et finalement, on voit la France qui est un pays très punitif, hein, en termes de consommation de Mhm. stupéfiants. Alors qu'en Hollande, je crois que la Hollande est loin derrière. Je crois qu'elle est à la 30e ou 40e place. Et je suis intimement persuadé que cela vient de l'interdit, hein, Ah oui, ça. d'une sensibilisation particulière qui est faite chez nous et qui nous mène où l'on est, alors que là-bas, euh, il y a une sensibilisation beaucoup plus douce, beaucoup plus maligne, je trouve. Mhm. Et Oui, c'est ça. Faut être malin en fait quand on est parent ou quand on, on essaye d'accompagner un adolescent dans cette découverte-là. Je pense, c'est vraiment ça, c'est le mot, et ça m'étonne pas du tout ce que vous dites. Euh, en effet, ouais. Mm. alors, il y a la consommation lorsqu'on est ado, on Mhm. franchit les limites, les interdictions, et puis vient l'âge où vous avez 20 ans. Là, Ouais. votre consommation visiblement change et elle devient Mhm. quotidienne. Donc C'est là, ça. on tombe dans ce qu'on appelle un alcoolisme moyen, Mhm. mais un alcoolisme, hein, quelque chose que vous faites tous les jours. Euh, quelle dose vous En fait, prenez tous les jours? Alors en fait, c'est ça, c'est que c'est très progressif. Finalement, sur des années, c'est allé crescendo. Au début, donc comme je disais, tous les mois, voire toutes les 2 semaines. Puis très vite, c'est passé à toutes les semaines. Et est arrivé le moment où je suis devenue étudiante, où j'ai quitté en fait le domicile familial et où là, j'avais une totale liberté. Mes parents ont un peu abandonné à ce moment-là et je les comprends totalement parce que j'étais insupportable. Et à ce moment-là, en fait, je me suis retrouvée donc dans ma chambre étudiante. Et en fait, la première chose que j'ai bu, la première chose que j'ai, la première chose que j'ai faite, c'est boire en fait. Dès que je suis arrivée, c'était vraiment pour moi synonyme de liberté, le fait de pouvoir boire, de décider d'acheter ma consommation et de pouvoir boire. Dès le début, j'ai acheté des bières, c'est la première chose que j'ai faite et Mhm. j'ai picolé dès le premier soir. Et donc vraiment cette liberté-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré mon groupe d'amis avec qui j'ai eu 6 ans d'amitié, donc dans la cuisine commune de ma cité U. Et là, c'est devenu vraiment quotidien, même parfois on buvait en journée. En fait, on allait en cours la journée, on se retrouvait le soir et on picolait. Et c'était ça quasiment tous les jours. Bon, ça arrivait que des fois, on allait vite
tous se coucher parce qu'on était trop morts, quoi. Mais c'était vraiment quasiment quotidien et même parfois en journée et associé à d'autres drogues, évidemment. Et là, je suis vraiment devenue dépendante à ce moment-là, c'est-à-dire que je ne pouvais pas passer 2 jours sans boire. Oui. Ça me mettait mal, mais je le percevais pas encore. C'est-à-dire que l'anxiété, pour moi, elle venait de moi et pas de cette consommation. Euh, je ne pensais pas que c'était l'alcool la dépendance qui faisait que j'avais envie de boire tous les 2 jours. Pour moi, c'est juste que j'avais envie de m'éclater, quoi. Mais en réalité, je créais beaucoup de soirées pour pouvoir boire. Est-ce qu'il vous est arrivé à cette époque d'être angoissé un peu, de vous sentir pas très bien Mhm. parce que vous n'aviez pas bu? Oui, oui, oui. Vous vous Alors, rendiez compte que c'était ça qui provoquait non. Non, ouais. Alors, sur le coup, je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais totalement dans le déni à ce moment-là. Pour moi, il n'y avait pas de problème. J'étais même allée voir un médecin qui m'avait dit, mais vous vous rendez compte, il faut vous calmiez votre consommation d'alcool. Et j'étais partie furax en mode, mais de quoi elle se mêle? J'étais vraiment dans le déni à ce moment-là. Et pour moi, cette anxiété, elle venait pas c'était pas la faute de l'alcool en fait. Tout comme mes comportements excessifs, mes émotions excessives. Pour moi, tout ça, ça faisait vraiment partie de ma personnalité. Je me pensais très anxieuse et dépressive, avec des émotions excessives. Et je me rendais pas compte que c'était vraiment cette dépendance-là. D'accord. Et même physiquement, en fait, j'ai commencé à ressentir des palpitations. J'étais pas en bonne santé. Il y a eu toute une période où je mangeais plus. Je ne faisais que boire. Puis après, j'ai recommencé à manger, donc j'ai grossi. Enfin, je faisais un peu le yo-yo Ouais. et tout était lié vraiment à l'alcool, en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai arrêté, vraiment que ce n'était pas moi, en fait. Et j'ai vraiment eu la sensation d'avoir passé 10 ans dans le brouillard. C'était Mhm. Et pour bien assez comprendre surprenant. ces 10 ans de brouillard, il y a l'étape aussi où, quand vous avez votre appart, où vous Mhm. vivez avec un garçon, donc, Mhm. je vois que il y a de la violence qui s'installe. Ouais, 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 tout à fait. C'était quelqu'un de mon groupe d'amis, donc on est resté quand même 4 ans ensemble en tout, en comptant les séparations et les remises en couple. Et en fait, on buvait tellement que nos émotions étaient tellement excessives qu'on devenait Oui. limite violent. Donc ça au moins plusieurs fois. C'était pas quotidien, hein, mais c'est arrivé. Les insultes, etc. Puis on se quittait, on se remettait ensemble. Il y avait beaucoup de jalousie. Tout était très excessif en fait. C'était toujours plus, plus, plus. Et ça, c'est dû à l'alcool. Ouais. Est-ce que vous avez eu Moi, des comportements même à risque à cause de ah oui. l'alcool? Ouais, Ça, dès mes 15 ans. Hein. Dès ouais. mes 15 ans, j'avais des comportements à risque. Je partais avec des garçons que je connaissais pas. Je montais dans des voitures où les conducteurs étaient alcoolisés. Je me suis déjà battue dans la rue avec des gens. J'ai fait tout un tas de bêtises. Et puis le lendemain matin, je me réveillais, je culpabilisais, j'étais mal dans ma peau et forcément, qu'est-ce que je faisais? Je buvais pour oublier en fait. Alors, il y a dans ce que vous nous racontez aujourd'hui l'étape incontournable du bilan qui n'est pas facile à accepter Mhm. lorsqu'on décide d'arrêter. Parce que je suppose que quand les premiers jours d'abstinence arrivent et que le brouillard se lève petit à petit et qu'il laisse place à un champ de ruines, hein, en fait, hein, avec Ouais. tout ce qu'on a fait, ça doit être une étape qui est assez difficile, non? Oui, et c'est important d'en parler, je pense, parce que arrêter, c'est une chose, et c'est déjà formidable, c'est incroyable. Mais c'est le moment le plus critique et au moment où on a arrêté et où il ne faut pas rechuter. Oui. Et forcément, tous les traumas. Déjà, il y a le sevrage qui peut être compliqué. Après, ça dépend de la dépendance, si elle est psychologique ou physique ou les deux. Et il y a aussi tous ces traumatismes qui reviennent, tous ces souvenirs un peu honteux. Et oui, Apprendre ça en même temps qu'on doit apprendre d'emblée à fonctionner sans alcool, en plus. ouais.
C'est ça, exactement. En fait, au moment où j'ai arrêté et j'ai dû absolument tout réapprendre, ça allait du fait de me relaxer ou au fait de faire l'amour. Je n'avais jamais fait l'amour sobre, Oui, ou encore le fait d'apprendre à gérer mes émotions ou tout simplement à être sociable. J'ai eu toute une période où je n'arrivais plus à parler aux gens parce que je le faisais tout le temps avec l'alcool avant. Et j'avais plus cette facilité-là, moi qui étais quelqu'un de très sociable, j'avais tout un tas d'amis. J'ai eu cette période où j'étais associable et j'ai dû réapprendre petit à petit. Et aujourd'hui, ça fait 1 an, donc ça y est, j'ai énormément travaillé sur moi, sur ma oui. confiance en moi, etc. Mais il y a eu vraiment toute cette part de réapprentissage de la vie, parce que j'ai bu très jeune, donc j'ai tout appris avec l'alcool. Et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est très dur de ne pas rechuter dans ces moments-là. Bien Des fois, on sûr. peut perdre espoir, on se sent assez dépressif parce qu'il y a eu des modifications dans le cerveau au niveau des neurotransmetteurs. Donc forcément, c'est pas évident. Et puis parce qu'on Et a mais affronté la vie la plupart du temps avec un produit qui nous, comme c'est ça, du dopage, quoi. C'est un exactement. produit qui désinhibe, qui dope Mm, ce que l'on croit être nos performances. Parce que je c'est parle de ça. l'alcool au même titre que la drogue, mais je Mhm. persiste à penser que l'alcool est bien pire que toutes les autres drogues, moi. Mais bon, Parce qu'il agit c'est sur mon tout le avis. cerveau. C'est la seule drogue qui agit sur le cerveau en entier. Ah bon? C'est pour ça qu'il y Ça, a je savais pas. énormément. Ouais, il agit, en fait, là où des drogues peuvent agir sur quelques neurotransmetteurs, le cerveau, il envahit totalement, l'alcool envahit totalement le cerveau, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a des comportements très, très variés finalement. Et, et voilà. Et en fait, l'alcool, pourquoi l'alcool rentre dans nos vies? Il rentre dans notre vie parce qu'il a une fonction positive à la base. L'alcool nous sert à quelque chose, à nous désinhiber, à aller vers les autres, à se sentir bien. Il y a l'alcool médicament aussi pour se sentir mieux. Et donc, il a une fonction positive. Et ça, faut pas l'oublier quand on essaye d'arrêter. C'est qu'à la base, l'alcool, il nous sert à quelque chose et il faut remplacer cette chose Mhm. en question. C'est vraiment en remplaçant cette chose-là, en trouvant des moyens autres de faire cette chose, cette fonction positive à la base, qu'on peut arrêter vraiment. Qu'est- Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez fait alors pour vous en sortir? Par quel chemin êtes-vous passé? Moi, il y a eu toute une succession de prises de conscience déjà sur 5 ans. Oui. J'ai su que j'avais un problème avec l'alcool. Finalement, j'ai eu la première prise de conscience assez tôt. Finalement, je pense que je devais avoir 20, 21 ans. Après, évidemment, il y a eu des grosses périodes où j'étais à nouveau dans le déni, etc. Mais ça commençait à germer un peu dans ma tête que j'avais des problèmes de santé, que mes émotions, ça n'allait pas, ma vie n'allait pas. J'étais tout le temps en colère et qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et j'ai peu à peu identifié que c'était l'alcool. Et alors moi, j'ai vu une psychologue pendant 2 ans qui m'a pas aidé à arrêter l'alcool. Par contre, elle m'a aidé à mettre ma vie à plat, voir ce qui allait pas. Elle m'a appris à mettre des limites avec les autres. Donc il y a eu vraiment un changement comme ça, peu à peu d'identité, où elle m'a amené à aller vers ce qui était vraiment important pour moi dans la vie. Mhm. Et ensuite, j'ai arrêté de voir cette psychologue et j'avais toujours ce même problème d'alcool en fait. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen d'arrêter par moi-même. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu absolument tout ce que je trouvais sur l'alcool. J'ai lu des articles scientifiques, j'ai décrypté des articles. D'ailleurs, ma chaîne YouTube, je ne sais pas si je vous en ai parlé encore, Vous mais m'en avez parlé, mais euh, vous ne m'avez pas détaillé le contenu, parce que ça m'intéresse, parce que ouais. je sais que sur cette antenne, je prône souvent le- le- les vertus des alcooliques anonymes ou des groupes, Mhm. en tout cas, des groupes de parole et d'entraide, finalement. Et je vois que ça n'était pas quelque chose qui vous convenait. Et donc, Oui. je sais que vous avez beaucoup lu, hein, c'est ça, beaucoup lu tout ce qui concernait l'alcoolisme, en fait. C'est ça, exactement. Et en fait, ma chaîne YouTube, c'est un résumé de tout ce que j'ai appris quand j'ai arrêté l'alcool, d'ailleurs. Mais oui, en fait, moi, je ne suis pas allée dans les groupes de parole. À la base, j'ai voulu y aller, sauf que j'ai trouvé, je suis allée sur certains groupes Facebook et il y avait des personnes qui me semblent, enfin, ça me semblait un peu trop.
comment expliquer? On m'a dit: «Il faut que tu ailles en cure ou il faut que tu ailles dans les groupes de parole» et moi, bon, voilà, quand on me disait: «Il faut faire quelque chose», je faisais l'exact inverse. C'était vraiment, ma manière de fonctionner, avant. Maintenant, je comprends l'intérêt des groupes de parole, mais avant, je comprenais pas forcément et je me suis dit: «Bah non, bah, je vais me débrouiller toute seule et je vais apprendre toute seule comment gérer, comment je vais apprendre à arrêter l'alcool». Donc j'ai lu énormément, donc des livres, et cetera. Et en fait, je pense que ça a vraiment été, quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est que je me suis vraiment informée un maximum. Et pour moi, c'est vraiment la clé parce qu'une fois qu'on connaît le mécanisme de l'alcool, une fois qu'on voit ce qu'il fait sur le cerveau aussi, ben, on n'a plus forcément déjà envie de boire une goutte. Et puis, on sait comment contrer l'alcool, une fois qu'on a compris le mécanisme. Et donc ça, pour moi, ça m'a vraiment aidée, comprendre le mécanisme et donc j'ai mis en place des stratégies, en fait, tout simplement. Et autre chose aussi, c'est que sur les groupes Facebook, j'avais vu que la rechute était hors de question parce que c'est ce que prônent les alcooliques anonymes et c'est ce que je comprends aussi parce que certaines personnes, la rechute, est impossible, il ne faut pas rechuter. Mais moi, la rechute, je l'ai vraiment vue, Comme une étape? comme un en fait, non, je l'ai vue comme un professeur. En fait, C'est-à-dire? je me suis dit: «Je vais rechuter, rechuter et rechuter encore, mais c'est pas grave. À chaque rechute, je vais apprendre quelque chose». Donc Mmh. j'ai pris un cahier, et j'ai noté à chaque rechute, que je faisais, je prenais un cahier et je notais, bah, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de ne pas boire et est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché? Et quand ça marchait, je le notais dans stratégie qui marche et quand ça ne marchait pas, bah, je le notais dans stratégie qui ne marche pas et en fait, petit à petit, pour chacune de mes situations à risque un petit peu comme ça, en fait, j'ai développé des stratégies. Et c'est comme ça que j'ai arrêté l'alcool, en fait, à force d'apprendre de mes rechutes et de continuer à apprendre sur moi-même, sur ma consommation. Et un jour, ça a marché, en fait. Un jour, pour chacune de mes situations à risque, donc les situations à risque, c'est le moment où on peut avoir très envie de boire, on n'arrive pas à se contrôler, bah, j'avais une solution, en fait. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. C'est comme ça que vous avez arrêté. Alors, toutes Ouais. ces stratégies, vous les avez donc mises en images sur votre page Facebook. On peut découvrir toutes ces stratégies, toute votre méthode, hein, quelque part. Ouais. Votre Sur méthode ma à chaîne vous, YouTube, ouais. sur votre chaîne Mmh. YouTube. Oui, qu'est-ce que j'ai Ouais. dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Sur ma page Facebook. Oui, non, c'est ça, oui. Sur votre Ouais. page YouTube, votre chaîne YouTube même, Mmh. vous pouvez donc, vous qui nous écoutez, aller voir, écouter, parce que je trouve ça très intéressant. Je ne l'ai pas vu encore, mais Mmh. votre témoignage me passionne parce que j'entends vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour vous de Mmh. formidable, encore une fois, Ouais. d'incroyable, parce que quand on arrête de boire au bout de 10 ans, quand on a commencé à 15 ans, vraiment, je vous félicite, bravo, parce que Merci. c'est vraiment oui, c'est un exploit. Et Merci beaucoup. Ouais, on se doit de vous féliciter parce que vous avez fait preuve d'un courage exemplaire et surtout vous montrer aux autres que c'est possible. ouais. Parce qu'il y Bah, a c'est vraiment mon beaucoup but. de jeunes aujourd'hui Mmh. qui sont dans l'alcool et qui ne sont pas encore loin comme vous l'avez été, mais qui sont dans un alcoolisme qui est déjà, qui sont déjà dépendants à l'alcool. Parce que Ouais. à partir du moment où on boit tous les jours, on est alcoolique. Sachez-le, Oui. vous qui nous écoutez, vous aurez du mal à vous défaire des 2, 3 petites bières ou 4 petites bières que vous faites le soir après les cours, avec les copains. Mmh. Si c'est tous les jours, essayez d'arrêter 2 jours et vous allez voir ce que ça va vous faire. Et là, Oui, vous verrez que mmh. oui, vous êtes accro à l'alcool déjà avec 3 ou 4 bières par jour. Et il en va de Ouais, mais même il pour ceux qui faut boivent du vin tous les jours, oui. qui rentrent en se faisant leur petit whisky le soir à la maison ou la petite vodka qui détend. Eh bien, c'est déjà un alcoolisme chronique auquel il faut vraiment faire attention. Et d'ailleurs, vous nous l'avez très bien expliqué, puisque au final, enfin bon, vous y êtes allé fort dès le début, hein, quand même, Oui. Angélique. Mais après, j'aimerais quand même dire que, avant d'en arriver à une consommation quotidienne, la consommation excessive en soirée, déjà de base,
ça peut être considéré comme de l'alcoolisme chronique Oui, parce que les oui. dégâts sur le cerveau, si vous buvez une fois par mois, mais que vous buvez tout ce que vous n'avez pas bu pendant le mois, les dégâts sur le cerveau sont exactement les mêmes que pour un alcoolisme chronique au niveau des neurones, donc au niveau du cerveau. Et en fait, moi je pense que c'est à chaque si je pense qu'il faut quand même dire que une consommation excessive comme ça, c'est un énorme risque de devenir dépendant et c'est vraiment très progressif. Et plus on s'expose, plus la dépendance arrive. En fait, c'est la suite logique. C'est la suite Voilà. logique, ouais. Je Et pense que c'est important de le dire aussi que la consommation excessive, même si elle n'est pas quotidienne aussi, c'est un début en fait à ça. c'est un début, et Dieu sait si, voilà, lorsqu'on a 15, 16 ans, on est loin, bien évidemment, et c'est normal de penser aux dégâts que l'alcool peut faire sur notre cerveau. On est loin de penser à la mort, parce que malheureusement, on n'y pense pas, et pourtant elle est là. Et, euh, et surtout, cette consommation d'alcool, c'est un peu une manière de se délurer et de mettre de la rigolade. Mais j'aurais une dernière question à vous poser, et d'importance, sur la rechute, et aujourd'hui sur la crainte de la rechute. Vous restez avec moi, on va laisser passer l'info, Angélique, et puis on se retrouve Ça dans marche. quelques secondes. À tout de suite. 23 heures passées de 4 minutes, et si vous nous rejoignez à l'instant, chers amis, vous êtes sur Europe 1, sur la libre antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Et si l'envie vous prend de venir me parler, vous composez le 3921, petit disque musical d'accueil d'Europe 1 qui vous proposera plusieurs options. Et si vous voulez parler à Nicolas ou à Florian, eh bien vous n'hésitez pas, vous faites le 1 et vous pourrez parler à ces deux jeunes gens, et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous ensuite. Pour le moment, nous sommes avec Angélique. Angélique qui nous raconte 10 années d'alcoolisme assez profond, hein, puisque Angélique nous dit avoir commencé à l'âge de 15 ans, et puis cela pendant 10 ans. Et Angélique qui, depuis 1 an, n'a plus consommé d'alcool, et qui, sur sa chaîne YouTube, vous donne des conseils, des stratégies, vous explique les méfaits de l'alcool, ce que l'alcool fait sur le cerveau et sur l'organisme en règle générale. Et en apprenant tout cela, elle vous explique parallèlement comment combattre cet alcool. Elle est la preuve vivante que ça marche, chers amis. Donc, pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui ont un problème avec l'alcool, n'hésitez pas. On vous donnera bien évidemment les coordonnées de la chaîne YouTube d'Angélique, que vous pourrez retrouver aussi sur notre groupe de parole Facebook de la Libre Antenne. Donc, Angélique, dernière question, et pas des moindres. On sait que lorsqu'on a souffert d'une addiction aussi profonde que celle à l'alcool, il y a toujours la crainte de la rechute. Vous m'avez parlé de rechute à l'époque où vous vous en sortiez, en utilisant finalement presque comme on utilise des jokers dans son jeu de cartes, comme des professeurs, m'avez-vous dit, donc tirer des enseignements de ces rechutes. Mais au bout d'1 an d'abstinence, comment est-ce que vous regardez maintenant le spectre de la rechute? Alors évidemment, la rechute maintenant, elle est plus possible. C'est vraiment la rechute pour apprendre sur soi et sur sa consommation. Mais je vais pas me dire, oui, je m'autorise la rechute si jamais. Non, non, du tout. C'est vraiment la rechute. En fait, si elle survient, apprendre de la rechute, mais évidemment tout faire pour qu'elle ne survienne pas, parce que le cycle arrêt-rechute, en fait, ça renforce le chemin neuronal. Je n'y arrive pas. Et donc c'est important vraiment de se dire, si elle survient, j'en apprends quelque chose. Je ne culpabilise pas, je reste bienveillant envers moi-même. Et voilà. Après, si un jour je rechute, évidemment, parce qu'on n'est jamais à l'abri, ça je le sais très bien, il y a des gens qui rechutent après 30 ans Oui, de sobriété. oui. Mhm. Et ben j'emploierai exactement les mêmes moyens, c'est-à-dire que si je rechute un jour, j'en apprendrai quelque chose et ça m'apprendra quelque chose sur moi et sur le fait que voilà, dans cette situation-là, il y a quelque chose qui n'a pas marché, il y a quelque chose que j'ai loupé. Je suis tombée dans une situation piège, mais c'est pas grave, faut se reprendre et surtout il faut rester bienveillant avec soi-même.
parce que fonctionner sans alcool, ça prend du temps. Ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup. Donc voilà, donc vraiment, enfin, j'ai oublié la question, pardon. Non, mais vous avez parfaitement répondu. En tout cas, être docile avec soi-même, Oui, ne pas être trop dur avec soi-même. On va prendre exactement. même cela, pas que pour les rechutes, mais d'une manière générale, chers amis. Mmh. Il faut être doux avec vous. Il ne faut pas vous taper dessus. Il faut arrêter d'être dur avec vous-même et puis admettre que vous n'êtes pas parfait, admettre que Oui, vous faites comme vous pouvez et que à force de faire comme on peut, eh bien, on peut arriver à faire les choses. On peut arriver à atteindre le sommet qui parfois nous paraît tellement haut, tellement loin. Et finalement, lorsqu'on y est, on se dit, ben ouais, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé, c'est génial. J'y suis arrivé, ça veut dire que plein d'autres peuvent y arriver. Ivre de vie, c'est la chaîne c'est YouTube ça. d'Angélique. Vous retrouverez Oui. les coordonnées de cette chaîne sur notre groupe de parole. Je vous félicite encore une fois, Angélique. Bravo pour cette année Merci beaucoup. d'abstinence. Et merci Merci. beaucoup aussi de transformer cette épreuve en leçon de vie, en voulant faire que cette vie puisse vous enivrer autrement qu'avec l'alcool. Bravo à vous et Oui, merci tout mille à fois fait. pour votre Merci à intervention vous. ce soir sur l'antenne Merci à d'Europe vous 1. pour votre bienveillance, Je vous en Olivier. prie. Au revoir, Angélique.